Bonjour à tous, donc ça c'est le point pour la fin du mois concernant les livres, comme je vous avais dit. Malheureusement ce mois-ci je n'ai pas pu lire mes 4 livres, j'en ai lu 2. Leadership 101 de John C. Maxwell et Partout où je passe les mêmes erreurs de Arnaud Marion. J'ai commencé un autre livre que j'ai pas terminé, qui s'appelle Finance d'entreprise pour les nuls. En fait c'est un livre que j'avais déjà lu quand je faisais mon diplôme, puis je me suis dit pourquoi pas le relire. Dans cette vidéo aussi, je vais vous donner 30 points de chacun des livres que j'ai lus pour Partout où je passe les mêmes erreurs et le Leadership 101 de John C. Maxwell. Partout où je passe les mêmes erreurs de Arnaud Marion. C'est un livre en fait, selon moi, qui met l'accent sur la préparation, l'écoute et l'adaptabilité. L'objectif du livre, c'est pour surmonter en fait les crises et aussi pouvoir les anticiper, voir avant qu'elles n'arrivent. Si malheureusement elles sont arrivées, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir en fait? Ce qui me saute à la tête là, c'est que vraiment, il faut transformer chaque crise en opportunité. Chaque obstacle devient une opportunité d'amélioration et de croissance en fait, de croissance durable. 1. Anticiper les crises. Une préparation proactive réduit l'impact des crises. 2. Identifier rapidement les problèmes. 3. Écouter les acteurs clés. Parce que, en fait, il faut réussir à prendre en compte les perspectives des employés, des parties prenantes, ce qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Je donne un exemple. Admettons que vous avez créé votre société, vous êtes le dirigeant. En tant que dirigeant, vous êtes légèrement déconnecté de la réalité, que vous acceptez ou non, parce que votre directeur commercial, il a beaucoup plus la réalité des terrains que vous. Votre responsable logistique, il a beaucoup plus les nuances, les subtilités en fait de son poste que vous. Il y a toujours des petits détails que vous ne pourrez pas saisir. Si ce sont des acteurs, si ce sont les directeurs, les managers, c'est beaucoup plus intéressant de prendre leur avis pour prendre la meilleure décision. J'espère que j'ai bien expliqué. Il faut éviter les dénis. Donc, reconnaissez en fait la gravité de la crise, la gravité de la situation dans laquelle vous êtes. Je pense que c'est la première étape pour avancer. Il faut aussi prioriser la transparence. Une communication honnête, c'est un peu comme le nerf de la guerre, l'argent. Une communication honnête est cruciale pour maintenir la confiance. Prise de décision rapide. Donc, en temps de crise, on est beaucoup plus dans la réactivité. Ce qui est tout de même indispensable, en fait, pour essayer d'enrayer une situation de crise. Je pense qu'on est au point 6 ou 7. Il faut penser à simplifier les processus. La crise, ou plutôt, dans une crise, il est crucial pour la vie de votre entreprise de réduire les procédures complexes, les simplifier au maximum pour se concentrer sur l'essentiel. Éliminer les barrières internes. Si jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un exemple bien concret, je la donnerai. Faites preuve aussi d'humilité. La crise impose de remettre en question les anciennes méthodes et certitudes. Des fois, ça sert à rien de s'entêter en fait à dire ça a marché 15 fois cette fois-ci, cette 16e fois ça va marcher. Qu'est-ce que tu en sais? 10. Établir des objectifs clairs et réalistes. L'exemple le plus clair que je pourrais vous donner pour faire ce type d'exercice, avoir des objectifs clairs et réalistes, ça s'appelle SMART, les objectifs SMART. Tâchez de savoir mobiliser toute votre équipe. La transformation ne se fait pas en solitaire. Moi, je l'ai appris à la dure. Bref, l'histoire d'une autre fois. La transformation ne se fait pas en solitaire, c'est pas seul. Elle nécessite l'engagement collectif. Et puis, vous allez souffrir seul, certes, mais vous allez aussi souffrir en groupe. Vous devez aussi savoir un petit peu, savoir créer une culture du changement. En fait, il faut savoir adopter des mentalités ouvertes pour permettre des améliorations constantes. Ou savoir faire. Adopter des mentalités ouvertes, parce que ça rejoint un petit peu le point 9, faire preuve d'humilité. Vous devez aussi savoir établir la confiance. Les équipes, tous ceux que vous avez engagés, c'est vrai, ils ont leur salaire, ils sont contents, mais est-ce qu'ils font bien le boulot? Qu'est-ce que vous devez faire pour qu'ils fassent bien le boulot? Qu'est-ce que vous apportez sur la table en fait pour qu'ils fassent bien le boulot? Les équipes ont souvent besoin qu'on leur rappelle en fait. Je vais pas dire qui est le chef, mais de préférence, pas simplement rappeler, de préférence démontrer que le leader, leur chef, le CEO, le DG, peu importe, il est compétent et il est fiable. Point 14. Maintenant, vous devez travailler sur la trésorerie. En situation de crise, la gestion des finances est prioritaire. En situation de crise, la gestion des finances est prioritaire.
taire. Encore une autre histoire pour une autre fois. 15. Assurer un suivi rigoureux des actions. La surveillance de l'avancement permet en fait de détecter et de corriger les écarts. Par exemple, dans ma société, on utilise Asana. Aucun placement de produit, on utilise Asana. Et quand bien même on utilise Asana, parce qu'il y a toujours des récalcitrants, bref, les rebelles qui vont dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une tâche dans Asana. Quand bien même tu vas prendre leur téléphone et vérifier, ils ont la notification. Quand bien même il y a les emails professionnels sur lesquels ils ont reçu les notifications pour les tâches à accomplir de la journée, de la semaine, du mois. Mais ça, peut-être plus tard, je le confirmerai. Mais avec mes années d'expérience que j'ai là, oui, être un gérant quand c'est une PME, un DG, un CEO, tu dois quand même avoir quelques petites compétences de policier, que tu dois constamment rappeler aux gens les tâches à faire. Si tu n'aimes pas te répéter, il va falloir trouver différentes manières de dire la même chose 1000 fois. 16. Renforcer les compétences internes. Le renforcement des équipes est essentiel pour éviter les erreurs futures. 17. Soyez stratégique. Pas seulement réactif. Agir sans vision mène à des erreurs répétées. C'est bien d'avoir sa vision, c'est bien de savoir la planifier et c'est aussi surtout bien de savoir l'exécuter. Est-ce que tu l'exécutes seul? Tu comptes sur qui pour la réaliser? Comment est-ce que tu vas vérifier ce travail? Ça va permettre non seulement d'avancer, non seulement de trouver des éléments sur qui avoir confiance pour les prochaines tâches, mais aussi éviter les erreurs. 18. Apprenez de vos erreurs passées. Les leçons du passé permettent d'éviter les erreurs répétitives. Parfois, il vaut mieux couper que de se dire, que de s'attacher et commencer à trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour recommencer les mêmes bêtises. Point 19 maintenant. Éviter les décisions impulsives. La colère n'est pas bonne conseillère. La crise nécessite des décisions réfléchies, même en situation d'urgence. La vision. Restez concentré sur la mission de l'entreprise. Ne laissez pas la crise vous détourner de vos valeurs fondamentales. Favorisez une conversation transversale. En fait, les silos internes ralentissent un petit peu la résolution des crises. Faites preuve de flexibilité. Adapter les stratégies aux nouvelles circonstances est essentiel pour réussir. Impliquez les actionnaires si vous en avez. Gardez les investisseurs informés et engagés dans le processus de redressement. Si vous ne le faites pas, ils peuvent vous mettre dehors, quoi. Mais la solution peut venir aussi de quelqu'un qui fait partie des investisseurs. 24, je pense, ou 25. Établissez un plan de continuité. Préparez des scénarios alternatifs pour faire face aux différents imprévus. Bon, j'allais vous donner un exemple, mais ça c'est trop personnel à moi, la société. En fonction de vos sociétés, vous savez qu'est-ce qui pourrait arriver. Vous trouvez la solution. Et si. Utilisez la crise comme levier de transformation. La crise est aussi une opportunité pour un renouveau. Investissez dans les talents. Identifiez les talents pour soutenir la croissance et le changement. Suivez les indicateurs de performance. Des KPI, c'est ça, indicateurs clés de performance, KPI, permettent de mesurer l'impact des actions de redressement. Faites preuve de persévérance. Le redressement peut être long, fastidieux, difficile, mais la constance est la clé. Assurez-vous du soutien de tous les niveaux. Un effort global du management aux opérationnels est requis. Tout le monde doit savoir qu'on est de la merde en fait. Tout le monde doit savoir. Encore plus important, je pense, c'est de construire une vision à long terme. Le redressement est une phase, mais la pérennité repose en fait sur une stratégie durable. Oui, je pense qu'on a fait 30 points de partout où je passe les mêmes erreurs. Maintenant, Leadership 101 de John C. Maxwell. 1. Le leadership, c'est l'influence. Le leadership est défini comme la capacité à influencer les autres. 2. Développer votre vision. Les leaders ont une vision claire de leurs objectifs et inspirent les autres à les suivre. 3. Écouter avant de diriger. Un bon leader commence par comprendre ses équipes et leurs besoins. Je vais vous donner un exemple sans rentrer dans les détails. Vous avez un message à faire passer à votre équipe. Ok. Ce même message, il doit aussi bien résonner ou bien il doit aussi bien avoir une importance de 100% que pour la comptabilité, que pour le département commercial, que pour la logistique. C'est le même message, mais il a été adapté. Soyez un exemple. Les leaders montrent l'exemple. Leurs actions inspirent la confiance
et l'engagement. Construisez la confiance. La confiance est la base de toute relation de leadership solide. Ça, c'est une notion sur laquelle le livre revient en boucle. Et dans le livre, si vous voulez, je rentrerai dans les détails un jour, il y a un chapitre, je ne sais plus c'est lequel, qui montre comment faire pour avoir la confiance de son équipe. 6. Prenez des responsabilités. Assumer ses erreurs et ses succès renforce l'autorité et le respect. 7. Investissez dans les autres. Un leader aide les autres à se développer et à atteindre leur plein potentiel de préférence. Communiquez clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La clarté dans la communication favorise la compréhension et l'engagement. Je pense pas que j'aurais été plus clair que ça. 9. Apprenez à déléguer. Déléguer efficacement permet de responsabiliser les autres et de se concentrer sur la vision. Je sais, parce que moi aussi je suis passé par là et bon, aujourd'hui tout semble bien aller. Peut-être que je vais plus jamais me retrouver solo, même si en réalité moi c'est ce qui me drive, mais ça c'est un autre sujet. Je sais que la plupart des entrepreneurs veulent tout faire tout seuls. Je vais vous parler d'un truc tout à l'heure, vous allez comprendre. La plupart des entrepreneurs veulent tout faire tout seuls. Sauf que, bon, tu as peut-être ton BTS, ta licence, ton master en communication, en marketing management. Et soudainement, parce que tu es entrepreneur, tu t'improvises comptable. Et soudainement, parce que tu es entrepreneur, tu t'improvises avocat. Et soudainement, parce que tu es entrepreneur, comme tu as ton diplôme de marketing, tu t'improvises designer. C'est pas possible. À vouloir aller partout, bah peut-être que tu iras nulle part en fin de compte. Je pense que j'ai écorché cette citation. Bref, je pense qu'on est au point 10. Fixez des priorités. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour avancer. 11. Soyez adaptable. Les leaders doivent s'ajuster aux changements et aux défis. 12. Pratiquez l'humilité. Ça fait 2 fois on en parle. Pratiquez l'humilité. Reconnaissez que le succès est collectif, jamais. Au grand jamais individuel. Si dans ton équipe, si comme moi tu as une équipe de commercial et il y a un commercial qui vend plus que les autres, ce commercial qui vend plus que les autres, tu le prends à part, tu vas le féliciter tout seul et ensuite les autres, et ensuite tu vas faire une félicitation pour le département. Si vous êtes amené à vivre, ce genre de situation, j'espère que vous vous souviendrez de ce que j'ai dit là. Faites preuve de détermination. La persévérance face aux défis inspire les autres à ne pas abandonner. Cultivez la patience. Le leadership est un processus à long terme. Et d'ailleurs, dans le livre, il a commencé à apprendre, les rouages du leadership à la vingtaine. Et il se sentait leader à 50 ans. Donc vraiment, il faut être patient. Développer votre intelligence émotionnelle. Comprendre et gérer ses émotions, ainsi que celles des autres, est essentiel. Faire preuve de respect envers tous. Respecter les autres encourage un environnement de travail sain et collaboratif. Inspirer confiance par la cohérence. Les leaders authentiques et cohérents gagnent la loyauté. Soyez prêts à prendre des risques. Le courage de prendre des décisions difficiles est indispensable. Soyez visionnaires, mais pragmatiques. Les leaders voient grand tout en restant ancrés dans la réalité. L'exemple le plus concret que vous avez sur ma chaîne, je me suis imposé 10 ans pour produire 5 milliards de têtes de poulet de chair. Si ça se trouve, en 2 ans, je peux le faire. En 3 ans, 5 ans, je peux le faire. Mais 10 ans semble être une bonne échelle de temps pour moi. Et puis en plus, là, je suis en train de varier les produits de la ferme. Peut-être que j'atteindrai 1 milliard, pas seulement 5 milliards. Pas seulement sur le poulet de chair, peut-être les pondeuses avec les œufs, peut-être les lapins, peut-être la pisciculture, donc les poissons, que sais-je. 20 maintenant, motivez vos équipes. Un leader sait inspirer l'action et l'enthousiasme. 21, apprenez à savoir résoudre les conflits. Les conflits sont inévitables, mais bien gérés, ils renforcent les relations. Pratiquez l'autodiscipline. Un leader doit être un modèle de maîtrise de soi et de rigueur. Attention, si vous utilisez Asana comme moi pour toutes vos tâches, bien sûr, il y a certaines fois vous ne pourrez pas le faire. Moi, je me suis imposé un livre par semaine. Cette semaine, je n'ai pas pu... ce mois-ci, je n'ai pas pu atteindre les 4 livres. J'ai fait 2 livres et demi, d'accord ? Mais je ne peux pas remonter le temps. Mais c'est impossible en tout cas pour moi de remonter le temps. J'assume et puis le mois prochain on verra bien. 23. Connaissez vos forces et vos faiblesses. La conscience de soi permet en fait de mieux diriger et de s'améliorer. Cet exemple est trop personnel, je ne peux pas vous le donner. Donnez du crédit aux autres. Donnez du crédit. Reconnaissez en fait les contributions des autres renforce la motivation. Restez positif et optimiste. Un état d'esprit positif est essentiel pour surmonter les défis. Ayez un mentor ou soyez-en un. Les leaders apprennent
constamment et transmettre leur savoir. Encourager l'innovation. Les leaders favorisent la créativité et l'initiative. Évaluer régulièrement vos progrès. Mesurer ces progrès permet de s'ajuster et de progresser. Ça me fait penser en fait à un livre de Harvard dans la formation, le diplôme que j'ai à Leadership et Management de Harvard. En gros, tu as une sorte de journal quand tu commences le cours. Et dans ce journal, tu écris en fait ton parcours jusqu'à ce que tu finisses, jusqu'à ce que tu sois diplômé, quoi, tu finisses tes études. Donc, tâchez de savoir en fait mesurer vos progrès. Si c'est avec des bullet points, est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs de la journée, de la semaine ou mensuellement? Pourquoi est-ce que je les ai atteints? Pourquoi je les ai pas atteints? Il y a un tableau. Maintenant que je vous explique, il y a un tableau en fait qui me revient en tête. Je pense que c'est dans Leadership 101 que j'ai vu. Je m'en souviens pas. Si j'ai pas oublié, je le mettrai dans la vidéo. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais en gros, il y a 4 cadrans. Important, pas important, urgent, pas urgent. Et l'objectif, c'est de s'occuper le plus rapidement possible des tâches urgentes. Et tout le reste, si c'est pas nécessaire que tu le fasses, tu les délègues. Grossièrement, c'est à ça que sert ce tableau. Je me suis emballé dans mes explications. On est au point 29, je crois. Vous devez construire une forte équipe. Un leader doit savoir rassembler et inspirer une équipe performante et engagée. Ne cessez jamais d'apprendre. Au grand jamais d'apprendre. Le leadership est un parcours d'apprentissage continu. Je pense que c'était le point 30. Donc, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Parce que je n'ai pas pu atteindre mon quota de 4 livres, je vais vous faire une anecdote. Je vous raconte une anecdote. Donc, au tout début de l'activité d'Import-Export, moi, je voulais travailler principalement avec des Africains. Parce que la société, elle est dans un pays africain. Je voyage avec une de mes grandes sœurs. On rencontre le fournisseur, c'est un Sénégalais. Je vais pas dire son nom, mais c'est au Sénégal. On rencontre le fournisseur. La marchandise que je vois, elle est top. Elle est... Même pour quelqu'un, en fait, dont c'est sa première fois de vendre du poisson, il est heureux de voir ça. On revient, on l'appelle, on échange, on trouve les différentes modalités de paiement, tout ça. On envoie une première partie. Parce qu'en général, c'est 30-70. C'est jamais 50-50. C'est 30-70 ou 30-40-30. Bref, on envoie l'argent. À ce moment, moi, je n'étais pas encore bien rodé. Normalement, la distance par bateau, c'est 7 à 8 jours. 7 à 8 jours. Là, déjà, il y a un problème. La marchandise prend presque 1 mois à arriver. Quand elle arrive, on récupère le conteneur. On l'envoie à l'entrepôt. Première chose, tu as fait une liste de commandes. Tu as établi les différentes espèces avec les différentes tailles, le calibre et le nombre de cartons que tu veux dans ce conteneur. Quand ça arrive déjà, quand la marchandise arrive, ce que tu as demandé, c'est pas ça. Mais en plus, tu n'as pas été informé du changement en fait. Si le problème s'arrêtait là, ce serait bien. Nous, on a soldé son argent, lui il est content, il a disparu. Deuxième problème, 2 semaines après que la marchandise soit arrivée, il commence à avoir une odeur. C'est pas une odeur, une flatulence. Non, ce serait trop bien ça sinon. Il commence à avoir une odeur de poisson pourri. Jusqu'à ce que la semaine finisse, tu peux pas rentrer dans l'entrepôt. C'est impossible que tu puisses rentrer dans l'entrepôt. C'est impossible. On a reçu 1400 cartons. Je vais être gentil. Sur les 1400 cartons, il y en a 150 que j'ai vendus au juste prix. Le reste, tu vas les vendre à ton prix de revient. Mais parce que tu ne maîtrises pas toutes les nuances du marché à ce moment-là, les femmes qui viennent le prendre, ou plutôt tous les clients, parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui viennent les prendre, ils vont négocier pour vendre la marchandise à la baisse, pour acheter la marchandise à la baisse. Des cartons que tu as achetés, je donne un exemple comme ça, que tu as acheté à 10 € pour les revendre à 15 €, tu en vends 150 à 15 €, puis tout le reste, tu commences à les vendre à 10 €, ton coût de revient, et parce que ça ne suffit pas, puisque plus le temps passe, plus le produit il perd en fait en fraîcheur, et ça devient de plus en plus compliqué à vendre, parce qu'il y a des gens qui achètent en fait pour les animaux, pour les transformer et en faire la nourriture d'animaux. J'ai vendu des cartons à 2 €, des cartons que j'achetais à 10 balles, que j'étais censé vendre à 15 balles, je les ai vendus à 2 €. Ouais. Ça, c'était la première fois, mon premier conteneur que j'ai acheté. Après ça, j'ai voulu acheter localement pour vendre, sauf que tu ne peux pas l'acheter. Enfin, tu peux acheter localement, mais tu vas pas gagner ta marge, puisque tu n'es pas le seul à acheter localement. Tu l'achètes à 10 000 francs pour le revendre à 15 000 chez le fournisseur. Localement, tu vas l'acheter à, je dis n'importe quoi, à 13 000 pour le revendre à 12 000. Ça,
C'est seulement quand ce fournisseur local, lui aussi, il a reçu de la bonne marchandise. Parce que des fois, les gens, ce qu'ils font, tu achètes 100 cartons. Dans les 100 cartons, il y a peut-être 5, 10 cartons, c'est le top du top. Tout le reste, la qualité, elle est comme ça, en fait. Tu vas ouvrir ce carton ici, c'est pas bon. L'autre, c'est encore gâté. Celui qui n'est pas très bon, tu peux essayer de négocier, casser le prix pour qu'un client le prenne. Celui qui est vraiment pas bon, va falloir le brûler. Parce que oui, quand le poisson, quand on ouvre le carton et que le poisson, il est décomposition totale, tu peux pas le vendre. C'est ça, en fait, qui crée les odeurs. Tu peux pas le vendre et du coup, tu le brûles. Du coup, localement, j'ai travaillé un petit peu avec des sociétés jusqu'à ce que je me spécialise sur le tilapia. Voilà comment est-ce que la société a décollé un petit peu jusqu'à maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai plein d'autres anecdotes comme ça un jour. C'est tout pour aujourd'hui, mais sachez que pour les gens de la diaspora qui veulent travailler en Afrique comme moi, Philippe Simo, dans l'une de ses vidéos, il parlait de ce genre de choses. Et aussi Jean-Yves Bradbeau, je pense que c'est comme ça se dit. Lui aussi, il parlait de ce genre de choses. Ouais, ils avaient raison, en fait.